L'interview matinale, première partie. Ce matin, je suis en compagnie de Jenny Lioré. Bonjour Jenny. Bonjour. Alors, je t'accueille ce matin. Je suis très content parce que tu travailles dans le secteur du vin, mais Oui. tu ne produis pas de vin. Je n'en produis plus. Tu ne produis plus de vin. Oui, j'en ai eu produit. Tu en as eu produit. Alors aujourd'hui, en fait, tu produis du contenu Exactement. autour du vin, Ouais. finalement. Et au départ, donc, tu viens de le dire, tu produisais du vin. Oui, j'ai été vigneronne en agriculture biologique sur Arabis. Sur Arabis, ouais. Ça s'appelle, je crois, Porte de Benoge maintenant. Ben oui, tout à fait. Ouais. Et donc, ça a commencé quand? C'était 96 cette histoire? Alors moi, en 96, j'ai commencé mes études dans le vin. Je suis originaire de Nîmes d'ailleurs. Je suis venue faire mes études dans le vin. Ah tiens. Et je suis tombée amoureuse d'abord de vignerons. Enfin, pas de vignerons d'ailleurs, mais on est devenu vigneron avec le père de mon fils. Et puis, en fait, je crois que je suis aussi amoureuse de l'entre-deux-mer. Et oui, parce que ça fait quelques années maintenant. Et du coup, il n'est pas question que je reparte. Et pourtant, tu arrives de Nîmes. Qu'est-ce qui fait? Parce qu'il y a le vin, on peut l'apprendre dans le sud-est Oui, aussi. on pouvait. Déjà, à l'époque, c'était les Costières de Nîmes. Venaient juste de commencer à être créées. Ouais. Mais non, l'idée, c'était d'aller à Bordeaux? Ouais, l'idée, c'était de partir de Nîmes. Ah, d'accord, ok. Ouais. Besoin de voir ailleurs. Ouais, mais ouais, quand je sais pas quel âge j'avais, j'étais jeune, mais du coup, ouais, besoin de se former, de vivre d'autres expériences et de s'enrichir, quoi, en fait, de la vie, quoi. C'est important d'être curieux. Je trouve que c'est une qualité même de se dire tiens, je vais élargir un petit peu mon champ de connaissances, d'horizon, de culture. Comment ça se passe l'arrivée dans le sud-ouest? Parce que les deux font partie du sud, Ouais. on est d'accord. Il y en a un qui dit que c'est eux le sud. Ouais. Nous on dit bah non, il y a le sud-est et le sud-ouest. Non, pour moi, il y a vraiment le sud-est et le sud-ouest, on est d'accord. C'est... Je dis chocolatine maintenant, je dis poche, il y a plein de mots comme ça que je dis. Mais au départ que je suis arrivée ici, j'avoue, j'étais un peu un ovni en fait, surtout en classe de commerce où j'avais un énorme accent. Ah oui, oui parce qu'on n'entend pas tellement l'anime. Peut-être moins maintenant, évidemment, mais ça fait depuis 96 que je suis ici. Donc, Et donc, du coup, après, j'ai fait mon BTS commerce vin spiritueux à Vers. J'ai fait aussi une année supplémentaire à la CIFOP, commercialisation appliquée, vin spiritueux. Et puis, je me suis installée en tant que vigneronne en agriculture biologique. Et en 2016, je me suis séparée du père de mon fils. Et j'avais créé des ateliers de sophro-dégustation de vin. Parce que je trouvais important que tout le monde puisse découvrir le vin à travers ces ateliers sensoriels, en fait, qui sont que des éveils des sens. Alors, je voudrais juste revenir parce que tu dis bio à un moment. Tu parles de bio. Oui. C'était il y a quelques années, 2005, 2004. Ouais. Ça passe bien à l'époque le bio? Parce que j'ai l'impression que c'était un peu difficile. Marginal. Non, mais aujourd'hui, je pense que... D'ailleurs, tiens, un millésime comme 2024 est en train de montrer à quel point c'est difficile déjà d'être en bio parce que les conditions météorologiques font que c'est hyper compliqué. Mais au début, donc, quand on s'est converti à l'agriculture biologique, c'était très difficile parce qu'il y avait moins de savoir qui était popularisé qu'aujourd'hui, qui était vulgarisé qu'aujourd'hui. Et en plus, on était un peu comme des babacools, soi-disant. Et, enfin voilà, on était étiquetés comme ça. Et aussi, on nous mettait pas mal de bâtons dans les roues, en fait, pour pouvoir avancer. C'est étonnant parce qu'une babacool qui sort d'une école de commerce... Mais moi, j'étais pas du tout babacool. Enfin, j'ai rien de babacool. Enfin, je pense pas. Mais c'est vrai que... Pourquoi tu... donc tu n'es pas une babacool hippie qui non, veut changer c'est le monde. juste Non, que... pourquoi tu... Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui fait que tu te dis... Enfin, vous, avec ton mari à l'époque, donc le père de ton fils, vous vous dites, tiens, on va faire du bio. J'étais enceinte, en fait, de mon fils. Et donc, une grosse prise de conscience, voilà, qu'en fait, c'est surtout ça, en réalité. Parce que j'étais enceinte de mon fils. Énorme prise de conscience qui fait qu'il faut faire quelque chose, il faut changer les choses. Voilà, j'ai toujours été comme ça, quoi, en fait.
très maternante, très protectrice, et de revaloriser ce qu'on a déjà, en fait, ce qui est là et ce qu'on a, et c'est pas la peine. En fait, aussi, je me souviens d'une image très forte où je donnais le sein dans les rangs de vignes et je réfléchissais à là où j'allais me poser en fonction du produit qui a été traité, en fonction de là où ça a été désherbé, etc. Et je savais pas, en fait, comment... Donc, voilà, j'étais vraiment dans cette démarche-là où c'était un ras-le-bol. Mais Oui, c'était une conscience personnelle finalement. Ouais. Mais je trouve que c'est intéressant de partir sur ce type de démarche, c'est-à-dire de dire, bah, moi, il y a quelque chose qui me touche et je vais le transformer et en faire quelque chose qui va me réconcilier avec... Pour donner le meilleur à mon fils, oui, voilà. en fait. Enfin, aux enfants. Et par extension, pas à que tous mon ceux qui fils, quoi, en fait. viendront J'avais des vers, neveux, des justement. nièces, voilà, quoi, en fait. Mais j'étais, je me souviens même, j'ai tout fait pour qu'il y ait du bio à la cantine. J'étais assez extrémiste, quoi, en fait. Ouais. Et j'avoue que c'est certainement ce qui a causé aussi la séparation de mon couple, quoi, parce que ça me demandait énormément d'énergie que de me battre contre ceux qui ne voulaient pas entendre que le bio était important, quoi, en fait. Oui, Voilà. c'était un vrai combat. Il y a un engagement, en fait, Ouais, à chaque fois dans ce que tu j'y mets en mettais place. toutes mes tripes et ça m'amusait, quoi. Ouais. Et c'est d'ailleurs comme ça que je me suis éveillée à la sophrologie, enfin tournée vers la sophrologie, formée à la sophrologie, et que je me suis dit, ben, ça serait chouette d'associer la dégustation de vin à la sophrologie pour permettre à toutes ces personnes qui viennent dire l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, qu'on peut aussi savourer un verre de vin sans forcément prendre le vin dans le corps, quoi, en fait, l'avaler et comme ça, quoi, en fait. Oui, parce que l'idée, c'est finalement... je me souviens de certaines mamans enceintes qui disaient, bon, je peux plus fumer, je peux plus boire. Voilà, c'est ça. Là, on vient de me L'impression que trouver tout un s'arrête. diabète, je peux plus manger. Qu'est-ce qui me reste, en fait? Et c'est dur quand j'imagine, quand on est dans cette position, de se retrouver d'un coup comme puni de quelque chose qui devrait être plutôt applaudi, accompagné, accueilli, écouté. Et oui, on peut continuer à déguster du vin sans forcément l'ingérer, en fait. Et c'est ça que tu voulais, voilà. Toi, Oui, et puis je me souviens, je faisais aussi du liquoreux en Cadillac. Et je me souviens des gens qui disaient « Oh non, c'est trop sucré, ça m'écoeure, c'est pas possible, je peux pas le boire. » Ben ouais, mais il y a plein de choses. Tu passes à côté de tellement d'arômes, de tellement de saveurs, de tellement de voyages sensoriels, en fait, que tu te rends pas compte de ce que tu loupes de rien que tremper le bout de tes lèvres là-dedans ou de sentir, en fait. Et pour moi, c'était important. Mais j'en ai fait mon deuil, et puis ce que je suis aujourd'hui vachement bien dans ce que je fais, quoi. Et on va en parler dans la deuxième partie de l'interview, justement, parce qu'on arrive déjà à la fin de la première partie de ce parcours donc, qui t'amène aujourd'hui, on va dire, de l'autre côté, en fait, de la barrière. Exactement. C'est-à-dire... mais quelque part, c'est aussi une continuité, c'est-à-dire de défendre un vin, de défendre, de valoriser, en fait, des savoir-faire, des productions, et de les accompagner non plus en les faisant déguster avec le corps, la bouche, mais plutôt en les faisant déguster par les mots, par l'écriture, par le savoir-faire aussi technique, puisque aujourd'hui tu t'es spécialisée dans l'accompagnement en tant que rédactrice web. Donc tu produis du contenu pour valoriser les vins et apporter des outils de communication à des vignerons qui souvent, la tête dans les feuilles, n'ont pas forcément ni le recul ni les compétences, en fait, tout simplement. La tête dans les feuilles, les fesses sur le tracteur... Et puis tout ça prend du temps. En fait, je produis du contenu qui est riche comparé à ce qu'on a l'habitude de trouver. Et je me suis mise aussi à rédiger ce contenu-là sur le vin parce que je trouvais qu'il y avait trop peu de contenu riche sur le web. Je m'embêtais dans ce que je lisais. C'était pas vrai, en fait. C'est pas des vraies choses que je retrouve. On va parler dans ce cas-là dans la deuxième partie. On va faire une petite pause et on parlera dans la deuxième partie de comment apporter de la richesse dans ce contenu et sortir un peu des habitudes et des automatismes pour proposer quelque chose qui va être à l'image des vignerons, des vigneronnes qui produisent et qui sont tous producteurs de vin
mais chacun différent. L'interview matinale, deuxième partie, toujours en compagnie de Jenny Lioré, qui vient nous parler de son activité. Alors, pour résumer, previously, on l'interview matinale, dans la première partie, on parlait en fait de ton parcours qui a commencé dans le vin au milieu des vignes, on va dire dans la production. Puis, en fait, tu as fait tout un parcours, toujours autour du vin, mais avec une progression en permanence et dans l'idée de valoriser ce patrimoine, ce savoir-faire. Oui. D'abord, tu as produit. Ensuite, tu as fait déguster à travers donc des ateliers de sophro-dégustation. Et avec toujours un petit truc en plus, justement, parce qu'au départ, tu te lances directement en bio à une époque où c'était pas forcément quelque chose de très évident. C'est pas commun. C'est pas commun. La sophro-dégustation, c'est pas vraiment l'approche aussi. Non, c'était pas commun du tout. Voilà. Non. Et aujourd'hui, tu as ajouté un nouvel outil dans ta mallette qui est en fait rédactrice web. Alors, rédactrice web, c'est quoi exactement en fait l'idée ? Exactement, c'est apporter de la visibilité à un site web avec des bonnes pratiques SEO en fait. Et le SEO, c'est quoi en fait ? Eh ben oui. Le SEO, c'est quoi ? C'est quoi donc, comme molécule ? Le SEO, c'est parler aux algorithmes des moteurs de recherche pour que le site web soit visible et surtout qu'il ait de la crédibilité aux yeux des algorithmes en fait. Donc le SEO alors, c'est optimiser le contenu. En fait, SEO en anglais, c'est quoi ? C'est Search Engine Optimization. Exactement. Voilà. Donc on optimise le contenu parce que les algorithmes, en fait, ils vont pas chercher naturellement les choses. Et non. Ah non ? Il suffit pas juste de dire salut, je m'appelle machin, je fais ça. Et non, déjà il y a beaucoup de concurrence, il y a plein de machins qui font ça. C'est vrai. Et ensuite, il faut apporter déjà, il faut que le site il soit sécurisé, il faut qu'il y ait des balises HTML. Oui, j'ai vu que maintenant, il faut du HTTPS, sinon Google, il n'aime pas. Oui, il faut qu'il soit aussi mobile friendly, qu'il s'adapte à tous les écrans. Il y a beaucoup de critères que Google et même les autres moteurs de recherche en fait, comme Google de toute façon, globalement. Exactement, prennent en compte pour déjà, dans un premier temps, être sûr que le site soit crédible. Déjà, il faut envoyer des informations comme quoi le site est crédible. Et ensuite, il faut envoyer des informations comme quoi le site est expert dans son domaine, spécialisé dans son domaine. Et pour que ces informations soient reconnues, il faut suivre certaines bonnes pratiques et notamment rédiger avec des balises HN par exemple. C'est-à-dire que chaque page d'un site web doit avoir des balises HN avec une certaine structure dans laquelle il doit y avoir des mots-clés qui répondent à une question des internautes. Ben, ça veut dire que si moi je me dis j'ai mon cousin qui fait du WordPress, je vais lui payer un template et puis je vais mettre juste mon vin, l'histoire de mon vin. Non, ça marche pas en fait. Bon, ça peut marcher si vous avez plein de copains qui viennent citer votre site, eux sur d'autres sites web. Mais c'est pas pour ça que le site aura ces pages qui soient indexées. Elles seront peut-être crawlées, mais pas forcément indexées. Et crawler, ça veut dire le robot qui va venir et puis il va venir voir qu'est-ce qui se passe ici. Voilà, en fait. Mais il va pas forcément garder et conserver les informations parce qu'il va pas forcément se dire là c'est crédible puisqu'en fait ça a été balancé comme ça sur le site. Par contre, s'il y a bien le balisage, la structure HTML et les bonnes pratiques derrière, comme on disait, un site qui soit sécurisé et d'autres choses, en fait, qui viennent crédibiliser le site, là, en fait, on peut avoir beaucoup de poids sur le web. Mais ça explique alors ce que j'ai pu voir des fois de vignerons qui avaient envie de monter un site et puis qui étaient un peu désabusés parce que ça marchait pas tellement. Moi, c'est ce qui me fend le cœur, c'est que justement, ils sont vraiment désabusés parce que ça marche pas. Parce que tout simplement, quand je vais 9 fois sur 10 sur le site, il n'y a pas de bonnes pratiques qui sont là. Alors que des fois, il y a des contenus qui sont riches parce que c'est la vigneronne ou le vigneron justement qui a entretenu ce contenu et qui est... et qui a mis du cœur à l'ouvrage. Voilà, il a mis du cœur à l'ouvrage, il est particulier, on trouve ça nulle part ailleurs, etc. Mais seulement comme les robots ne peuvent pas accéder à ce contenu, en fait, il n'est pas crawlé et il n'est pas indexé. Finalement, en fait, ton expertise à toi, c'est de ne pas mettre ton téléphone en silencieux
C'est vrai. Et ton expertise à toi, finalement, c'est justement de dire, en fait, les Google, en fait, ou les moteurs de recherche, on parle de Google parce qu'ils sont quand même très, très, Oui. très, très, très dominants. Les moteurs de recherche, en fait, ne parlent pas la même langue que nous. Pas du tout, ils parlent pas du tout la même langue que nous. Finalement, les balises, c'est quoi? C'est comme si on leur disait, là, en fait, je suis en train de parler de ça. Voilà. Et là, je suis en train de parler de ça. Et là, je suis en train de parler de ça. Et lui, c'est une sorte de traducteur pour le robot, en fait. Voilà. C'est surtout, la balise, elle vient dire, là, ça, c'est important, viens voir ce qu'il y a. D'accord. Et ensuite, la deuxième balise va venir dire, regarde comme c'est important, je t'en dis un peu plus. La troisième va venir dire encore, en fait, un peu plus, etc. Et tout ça, il faut aussi que ce soit étayé avec le champ lexical du domaine dans lequel duquel on est en train de parler en fait sur la page. Oui, il y a un champ lexical à adopter. Voilà. Il y a tout un tas de bonnes pratiques finalement. Donc oui, non, il suffit pas de payer 60 balles un machin et puis de générer du contenu avec ChatGPT quand on est flemmard. Non, pas du tout, parce que en fait, le souci, c'est que ChatGPT, même si il va rédiger un contenu, déjà des contenus sur le vin, il est nul. J'ai testé plein de choses et vraiment, il est nul. Des fois même... Enfin bon, bref, je lui dis, mais tu connais pas ça? Ben non. Donc, c'est pas du tout... Enfin bref, je pense pas qu'un vigneron ait besoin d'intelligence artificielle pour rédiger justement ce qu'il fait, son savoir-faire et qu'il partage. En revanche, il a besoin d'avoir les bonnes pratiques, des balises, comment insérer les mots-clés au bon endroit pour qu'en fait, il soit de suite identifiable par les robots. Alors, c'est vrai que c'est aujourd'hui, tu disais, des fois ça te fend le cœur, etc. Parce que tu vois cette région que tu aimes avec tous ces savoir-faire, avec des vins qui sont... La qualité n'est pas une question, en fait, la qualité est là. Et ouais. C'est simplement que tout ça, c'est invisible. Et j'ai l'impression que certes, c'est ton métier, mais c'est avant tout un engagement, en fait, et presque C'est possible. de dire, les gars, ce que vous faites, c'est beau. Enfin, les gars. Oui, on va dire les gars et les filles. Oui. Voilà, les gars et les filles, ce que vous faites, c'est super cool. Et ça me fend le cœur de voir que vous bloquez sur un truc qui vous freine et vous laisse dans l'entre-deux-mers, en fait. Vous laisse dans une bulle qui n'est pas la bulle qu'on peut aller atteindre. Mais c'est-à-dire qu'avoir de la visibilité web, c'est pas pour... Ah oui, ça aussi, c'est très important de le dire. C'est pas forcément pour toucher le monde entier. C'est déjà pour toucher localement. Ça, c'est hyper important de mettre en avant. Avant de vouloir toucher... Et aussi, je suis en train, ça me fait penser que de nombreux vignerons ont un site en .fr et en .com, et alors qu'ils parlent normalement en .fr, ils s'adressent à une cible française, généralement. Et les moteurs de recherche comme Google sont en français, puisque l'internaute qui va taper sa requête, il va la saisir en français. Et oui. Et le problème qu'on a, c'est qu'ils viennent traduire en langue étrangère leur site, avec souvent des intelligences artificielles qui viennent générer un contenu dupliqué et apporter du coup, nous, ce qu'on dit, des bugs en fait, au point de vue crédibilité du site, en fait. Et donc c'est bien d'être visible, mais il faut comprendre comment on fait pour être visible au-delà de l'entre-deux-mers et même en entre-deux-mers. Voilà, en fait. Parce que... Il y a des fondamentaux. Voilà, des pratiques peuvent justement nuire à la visibilité. Et il vaut mieux savoir qu'est-ce qu'on veut comme visibilité, parce qu'on peut être producteur de vin dans l'entre-deux-mers, par exemple, et vendre tout son vin à l'étranger. Oui. Dans ce cas, c'est pas la peine d'avoir un site en français. On s'adresse directement sur un contenu en langue étrangère, quoi, en fait. Alors, on arrive à la fin de la deuxième partie de l'interview. L'idée, là, parce que moi, je regrette presque de ne pas être vigneron pour pouvoir me dire « Ah, j'aurais plein de questions à poser. » Pour te rencontrer, si justement, dans une première approche, parce que j'imagine que... Comment ça se passe? On peut t'appeler, te contacter? Oui. Tu peux donner des coordonnées, éventuellement? Mon mail, c'est Jenny, J-E-2-N-Y, Lioré, 2-L-O-R-E-T, @orange.fr. J'ai un site web
évidemment. Bah oui, ce serait drôle en français. Qu'en français. Dédié justement aux propriétés viticoles. Je travaille aussi avec les maisons champenoises. Je travaille aussi avec des cavistes en ligne. Je travaille aussi... voilà. Oui, parce que c'est ça, c'est que dans ton parcours, tu t'es aperçu très rapidement que, on va dire, des grands industriels du vin étaient très, très au fait de ça et n'hésitaient pas à dire « Ok, voilà 3 millions de dollars. » C'est ça, oui. Faites-moi ça. Et la frustration, c'est que ce savoir-faire est accessible. En fait, c'est pas si cher en réalité. Ouais, exactement. C'est une croyance de croire que le SEO c'est cher et le référencement naturel c'est cher. Ce qui est cher souvent, c'est par exemple faire du SIA, c'est-à-dire la publicité payante, et et sans stratégie, alors que le référencement naturel, c'est quelque chose qui est durable, c'est un investissement durable. Oui, tout ce contenu produit, mis en forme et tout, il est là, il reste, et Google l'indexe de plus en plus et le partage de plus en plus. Et puis plus il est là longtemps, plus il est crédible. Et ça, c'est important, la crédibilité. Ouais. Et donc, mon site, c'est redacweb.jennylioré.fr. Et après, je suis sur les réseaux sociaux, j'ai une page LinkedIn, en fait. Bref, quoi, voilà, un minimum. Eh bien, merci beaucoup pour cet Merci beaucoup. C'était très sympa. Et rendez-vous sur le web donc pour voir avec plaisir. Ce qui peut être fait justement. Et pour les vignerons, les vigneronnes, un premier contact, ça coûte rien et des fois ça peut apporter énormément de choses. Oui. Et notamment dans un quotidien un peu difficile, de se donner un projet, de se dire bah ok, je vais investir un tout petit peu en moi, mais pour me projeter dans le futur, pour clarifier ma pensée aussi marketing et tout. Exactement. Ça peut faire beaucoup de bien. Ça donne une vision plus claire.